Bonjour à toutes et à tous, alors je m'appelle Yann Huillier et aujourd'hui vous regardez une présentation plutôt adressée aux médecins, personnels de santé ou aux gens intéressés. Donc hop, je fais juste quelques petits réglages. Donc je fais cette présentation à titre privé. Je la fais suite au forum réformé qui a eu lieu le 10 mars 2022 et qui parlait justement de la limitation d'installation des médecins et du projet réformé en lui-même. Donc les objectifs d'aujourd'hui, ce sera reprendre un peu les éléments de ce forum, essayer de vulgariser un petit peu, essayer d'être plutôt concis aujourd'hui, et rajouter quelques exemples, précisions surtout. Donc j'ai essayé de trouver le maximum d'informations possibles en allant voir les textes de loi, les commentaires des textes de loi concernés, enfin quand ils étaient disponibles, mais il peut quand même y avoir quelques erreurs. Donc ce que vous allez voir aujourd'hui, vu que je suis médecin et pas juriste, ce sera pas un conseil juridique. Si jamais vous avez des questions précises, il vaut mieux adressez-vous directement à un spécialiste. Alors, donc aujourd'hui on va se centrer sur la limitation d'admission et les conditions d'installation. On va aussi voir un petit peu canton et santé, ce qui va changer surtout. On va pas vraiment faire le côté formation et le côté réformé. Ce sera peut-être pour une autre présentation pour quand même rester court aujourd'hui et pas avoir trop de choses d'un coup. Alors, si tout va bien, vous allez pouvoir voir la présentation. Hop, voilà, fantastique. Alors, donc, hop, quelques petits réglages encore. Donc, on va parler surtout de deux choses. Il y a eu une modification de la loi fédérale sur l'assurance maladie, la MAL, qui date d'il y a quand même un petit moment, hein, comme vous pouvez voir. Et donc, il y a eu une nouvelle ordonnance, donc du 23 juin 2021, sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires. Il y en a quelques-unes en plus qui vont avoir un impact sur ce qui va venir, comme celle que j'ai marquée en bas, mais on va surtout se focaliser sur ces deux lois que j'ai notées là. Donc pour aller plus vite, je parlerai surtout de la loi Lamal pour la suite et pour l'ordonnance des nombres maximaux quand je les évoquerai. Alors, donc, sachant que ces lois-là, donc la loi fédérale, donc la modification de la loi fédérale et l'ordonnance sont toutes les deux déjà en vigueur actuellement. Donc, qui ça va concerner, ces nombres maximaux? Donc ça va concerner les médecins spécialistes. Quand je dis spécialiste, c'est un peu un abus de langage parce que ça prend aussi les médecins praticiens avec, en ambulatoire, et ça va concerner la facturation LAMAL, ou la facturation de l'assurance obligatoire des soins. Donc, qui va être concerné? C'est tous les médecins qui travaillent, donc qui sont indépendants, ceux qui travaillent en institution de soins ambulatoires dispensés par les médecins, et aussi ceux qui travaillent dans les hôpitaux en domaine ambulatoire. C'est-à-dire que, admettons qu'il y a actuellement sur le canton de Genève 100 médecins, le canton décide de les limiter à 110. Donc s'il y a deux nouveaux médecins en plus des postes existants qui deviennent par exemple chefs de clinique en médecine de première cour ou HUG, il y aura 8 places à se distribuer entre les institutions de soins et les médecins. A l'inverse, s'il y a 10 personnes qui s'installent en cabinet d'un coup, il y aura plus de place pour les institutions de soins ambulatoires, ni pour des nouveaux postes en hôpitaux. Donc là, on parle bien de nouveaux postes et pas de changements. Mais vous inquiétez pas, il y aura plusieurs exemples. On va regarder gentiment pour la suite. Si vous avez des questions, vous pouvez essayer de les poser sur le Twitch et j'essaierai dans la mesure du possible d'y répondre en essayant d'être précis. Alors, donc, en soi, qui va décider de ces limitations? C'est le canton. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il va décider de limiter soit un domaine de spécialité, soit un territoire. Donc domaine de spécialité et ou territoire, mais au minimum un. Donc qu'est-ce qu'un domaine de spécialité? Ça contient un ou plusieurs titres postgrades fédéraux, donc les titres de spécialiste ou les titres de médecin praticien. Alors, précision à faire sur les titres postgrades fédéraux. Donc il y a dedans les classiques médecine interne générale, cardiologie, pneumologie, etc. par exemple. Ça ne compte pas les titres de droit privé. Par exemple, la phoniatrie ou la gériatrie, c'est deux titres fédéraux de droit privé. Enfin, c'est deux titres de droit privé, pardon. Là, on va parler que des titres fédéraux, qui sont les spécialités classiques, cardiologie, médecine interne. Par exemple, ORL est un titre postgrade fédéral. La phoniatrie, c'est un titre de droit privé de surspécialisation. Donc ça, ce ne sera pas ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et le contenu d'un domaine est fixé par le département fédéral de l'intérieur, donc ce sera uniforme partout en Suisse. Un domaine de spécialité, théoriquement, pourrait contenir plusieurs spécialités. Par exemple, au niveau fédéral, il pourrait décider que médecin praticien et médecin interne général, ce sera dans le même quota. Il pourrait même regrouper d'autres spécialités, mettre cardiologie, pneumologie ensemble, etc. Ou alors, il pourrait décider de tout séparer, c'est-à-dire qu'il y aurait médecin praticien, médecine interne générale, cardiologie,
Ils sont en train de décider tout ça, pour l'instant il n'y a pas de domaine officiel qui a été choisi, ce sera pour mi-2022. Et le territoire, donc c'est le canton qui choisit si ce sera seulement une partie du canton, si ce sera tout le canton, ou si ce sera carrément une zone intercantonale où plusieurs cantons décideront entre eux de comment ils vont organiser tout ça. Hop. Je vérifie que je vous ai tout dit. Ok. Ok, nickel. Alors, donc, tout à l'heure, je vous ai dit que les nouvelles lois, les modifications sont déjà rentrées en vigueur. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu tous les cantons bloquer au moins une seule chose? Eh bien, c'est parce que quand la loi et l'ordonnance sont rentrées en vigueur, elles ont laissé un délai d'adaptation au canton de 2 ans. Je vous ferai une prise chronologique tout à l'heure, mais donc grossièrement avant mi-2023, avant le 1er juillet 2023 pour être précis, on peut utiliser les anciennes dispositions. Donc ça veut dire que ce sera par exemple, le canton pourra mettre des moratoires comme avant, mais il n'y a pas d'obligation de mettre de limite. Après mi-2023, par contre, il y aura une obligation de limite dans un territoire ou un domaine de spécialité. Et il y a même une autre disposition transitoire dans les nouvelles lois qui fait que le canton a 2 options pour limiter. Soit il prend par exemple les cardiologues, on va dire, du centre-ville de Genève et il dit qu'à cet endroit-là, l'offre correspond aux besoins. Ça veut dire qu'au moment précis où il va dire ça, s'il y a par exemple 30 cardiologues, et bah 30 ce sera le nombre limite. Donc il ne faudra pas qu'il y en ait plus, mais il pourra y en avoir moins. Et l'autre option, c'est d'utiliser une formule, mais dont les chiffres n'ont pas été tous communiqués pour l'instant, qui ne sera pas calculable avant mi-2022. Pour rappel, la limitation, c'est un territoire et ou un domaine de spécialité. Ça veut dire que si par exemple le canton de Genève décide de limiter par exemple les endocrinologues au centre-ville, il n'est pas obligé de fixer quoi que ce soit d'autre comme limitation. Alors, hop. Donc, pour refaire la frise chronologique, actuellement on est à gauche, donc soit le canton peut ne rien faire, donc selon l'ancienne loi, soit il peut le fixer selon l'offre qui correspond aux besoins, soit il peut décider d'utiliser la formule, mais on n'a pas encore tous les chiffres, donc dans les faits, pour l'instant, soit il fait rien, soit il dit que l'offre correspond aux besoins. À partir du 1er juillet 2023, le canton sera obligé de limiter un domaine de spécialité et ou un territoire, de nouveau, et ce sera selon soit l'offre actuelle, soit la formule. Et après 2025, il sera obligé d'utiliser la formule pour limiter. Je le répète plusieurs fois, pour limiter un domaine de spécialité et ou une région, dans le sens où une seule chose suffit. Il ne faudra pas qu'il limite tout le canton, toutes les spécialités, ce sera minimum 1. Alors, que se passe-t-il si vous êtes déjà installé au moment où la limitation passe? Donc admettons, vous êtes médecin interniste généraliste dans le canton de Vaud, par exemple. La loi passe de limitation. Est-ce que vous serez concerné? Est-ce que vous allez perdre votre droit de pratique, etc. Alors, on va y aller domaine par domaine. Déjà, si vous êtes dans un hôpital ou dans une institution de soins ambulatoires dispensée par des médecins, en tant que médecin spécialiste, entre guillemets, indépendant, vous allez pouvoir poursuivre votre activité, mais que dans l'hôpital ou que dans l'institution où vous êtes. Exemple, vous êtes médecin chef de clinique à Unisanté ou au service de médecine de premier recours, vous avez votre droit de pratique. Par contre, si vous allez en cabinet, ce sera un autre droit de pratique qu'il faudra demander. Vous ne pourrez pas transférer ce droit-là de pratique, entre guillemets, pour un cabinet en extérieur. Il faudra de nouveau voir s'il y a une limitation, si vous êtes dans les quotas ou pas, pour vous installer. Donc c'est très important qu'un droit d'exercer dans un hôpital ou un institut ne vaut droit qu'au moment où vous êtes, au moment où la limitation va passer. Il y a eu des questionnements sur est-ce qu'il fallait le plus vite possible essayer de prendre un droit de pratique justement pour se mettre en cabinet avant qu'il y ait une limitation. Alors là, il faut être très attentif à 2 choses. C'est qu'il y a 2 conditions pour pouvoir vous installer. La première, c'est qu'il faut déjà avoir reçu l'autorisation de la part du canton. Et la deuxième chose, c'est avoir déjà facturé des prestations à la charge de l'assurance obligatoire des soins, donc grossièrement la LAMAL. Exemple, vous travaillez à 50% en HUG, vous vous dites que vous allez déjà prendre un droit de pratique de 50% en cabinet aux eaux vives, par exemple. Si vous n'avez rien facturé et qu'une limitation arrive, là, vous risquez de perdre ce droit de pratique, enfin, pas de perdre le droit de pratique, mais perdre le droit de facturer à la charge de la LAMAL. Ça veut dire que vous ne pourrez pas... Tous les patients qui viendront chez vous ne seront pas pris en charge LAMAL, entre guillemets, pour simplifier.
Donc grossièrement, il faut vraiment avoir pris le droit de pratique et avoir commencé à prendre en charge des patients et avoir commencé à facturer des patients pour qu'au moment que la limitation arrive, vous soyez en sécurité, entre guillemets. Je regarde parce qu'il me semble que je voulais dire quelque chose d'autre, mais j'ai un petit blanc. Non, je pense que c'est à peu près tout. Et aussi, donc c'est vraiment pour l'endroit où vous avez demandé l'autorisation. Donc si vous avez une autorisation à Genève et que vous voulez être dans le canton de Vaud, de nouveau, vous allez devoir changer, vous allez devoir être soumis aux limitations s'il y en a. Alors, hop. Donc ça, c'est la formule que je vous ai mentionnée tout à l'heure. On va prendre un petit peu de temps pour la voir, hein. Il y aura plusieurs diapositives, hein, parce que c'est beaucoup d'un coup. Donc en gros, à tout endroit en Suisse, il peut y avoir un nombre maximal pour un domaine de spécialité et pour une région. Donc le nombre maximal, c'est le nombre de spécialistes à cet endroit-là qui pourront être engagés. EPT effectif, c'est l'équivalent de ces spécialistes à 100%. Donc par exemple 30 médecins à 100%. Le taux de couverture, ça c'est quelque chose de fédéral qui représente si actuellement dans cet endroit et cette spécialité, il y a trop ou trop peu de médecins. Et le facteur de pondération, c'est quelque chose que le canton peut rajouter pour essayer d'adapter un peu ce chiffre-là. On va prendre un exemple un peu plus concret. Alors, donc le taux de couverture, on a vu, c'est décidé par le département fédéral de l'intérieur. Donc c'est quelque chose qui va être calculé au niveau fédéral. Donc il y aura une carte de Suisse, entre guillemets, où pour chaque région et chaque spécialité, il y aura un taux de couverture. Ça ne veut pas dire que ce sera appliqué partout, ça veut dire que si le canton décide de faire une limite avec cette formule, il devra utiliser ce taux de couverture pour le fixer. Donc ça correspond grossièrement à l'offre actuelle, en volume de prestations, entre guillemets, divisé par l'offre théorique nécessaire. Donc s'il y a une offre forte, mais qu'en théorie la population aurait besoin de moins, on va se retrouver avec un nombre qui sera limité, je vais vous montrer juste après. Ça, c'est dans le commentaire de l'ordonnance, on va aller assez vite dessus, on va pas trop prendre de temps. Je remercie Lucie Ingabire qui a accepté de me répondre à quelques questions par téléphone justement par rapport à cette formule. Donc grossièrement, on va avoir le volume fourni par domaine qui va être calculé, les facteurs de l'offre, etc. Donc pour simplifier, au niveau fédéral, on va regarder la démographie et les comorbidités des gens. Donc ça veut dire que ce qui va être pris en compte, c'est entre autres l'âge, le sexe, le taux de mortalité, le taux d'hospitalisation, même la part de la population avec une franchise élevée. Ça va être mis dans une espèce de modèle de régression, et on va se retrouver avec un modèle théorique de prestation qu'il devrait y avoir dans une région. Donc on va se retrouver avec ce chiffre. Ensuite, on va prendre en compte s'il y a un flux migratoire de gens. Par exemple, si tout d'un coup, on est, exemple fictif, hein, j'ai pas les chiffres, par exemple, si la ville de Sion a une population qui croît de plus en plus, le volume B va être ajusté en prenant en compte qu'il y aura plus de patients et donc que plus de prestations vont être mises en place. Et ça, c'est le reste de la formule, c'est pas très intéressant. Je remercie aussi Marcel Widmer, que j'ai réussi à contacter du point de vue de l'Observatoire suisse de la santé, pour justement essayer d'avoir les taux de couverture, et qui m'a précisé que pour l'instant, les taux de couverture que vous avez pu voir, par exemple, dans le forum médical suisse, ne sont pas... forum médical suisse, dans le... Excusez-moi, le forum réformé qui a eu lieu, sont des chiffres exemples. Il n'y a pas de chiffres officiels de taux de couverture qui existent, ils seront disponibles seulement en mi-2022. Donc pour l'instant, il n'y a aucun chiffre de taux de couverture à montrer. Hop. Alors, donc on revient sur le taux de couverture. Donc, si on a une couverture excessive, ça veut dire que l'offre actuelle est supérieure à l'offre théorique, donc on va être supérieur à 1. Par exemple, s'il y a le double, donc s'il y a une offre actuelle de 2 et une offre théorique de 1, on sera à 2. Si c'est pile bon, on sera à rien. Bon, pile bon, ça paraît un peu probable. Et si l'offre actuelle, par exemple, est de 1 et que l'offre théorique nécessaire serait 2, on serait à moins que 1. Prenons un exemple complètement fictif, hein, j'ai pas pris de chiffres. Le canton de Genève décide de limiter dans la ville de Genève le nombre de cardiologues. Donc actuellement, on va dire qu'il y a 30 cardiologues qui sont installés. Le taux d'occupation calculé est de 120%, donc ça correspond à 1,2. Donc il y a une couverture excessive. Si on regarde le nombre maximal avec ça, ça voudrait dire que si on fixe la loi telle qu'elle, à ce moment-là du calcul, on sera à 25 cardiologues. Si on reprend la formule, on voit qu'il y a aussi un facteur de pondération derrière. Donc ça, le facteur de pondération, c'est vraiment le canton qui va le choisir.
il est libre de choisir s'il en utilise un ou pas, et c'est quelque chose qui est assez flexible. Ça veut dire que le canton pourrait faire une enquête auprès des spécialistes directement, et réussir à établir un chiffre comme ça, par exemple. Ça permettra d'augmenter ou de diminuer le nombre de médecins avec cette formule. Donc on revient à l'exemple fictif, donc on en était à là. Donc pour l'instant on a utilisé le nombre total de médecins et le taux d'occupation, on arrive à 25. Donc là, exemple toujours fictif, hein, la ville de Genève décide de discuter avec les cardiologues, et en faisant une enquête auprès des spécialistes, il s'avère que 25 est sous-estimé, dans le sens où actuellement toutes les consultations sont remplies, il y a 3 mois d'attente. Donc par rapport à ce qui a été calculé au niveau fédéral, il y aurait quelques éléments locaux qui font que finalement ce serait une offre insuffisante. Donc là le canton décide de mettre un facteur de pondération à 1.2. Donc on retrouve la formule, donc il y a 30 médecins installés, un taux d'occupation à 1.2, un facteur de pondération à 1.2, et on retombe à 30 médecins, donc finalement ce sera le chiffre de 30 qui sera fixé. Donc on peut voir que même si le canton peut décider, le canton décide de où déjà il veut limiter, dans quel domaine de spécialité il veut limiter, et s'il utilise la formule, il reste libre d'influer un petit peu à la hausse ou à la baisse sur ce qui va être fait. Précision aussi, avant de limiter, il faudra quand même que le canton entende grossièrement les médecins, les fournisseurs les assureurs, et les patients, qui vont devoir faire une petite enquête au niveau cantonal pour voir qu'est-ce qui sera limité pour que ce soit adapté. Ils vont pas claquer des doigts et d'un coup mettre une limitation. C'est vraiment prévu dans la loi d'entendre différents organismes avant de mettre en place des limitations. Donc, version alternative, si le canton ne parvient pas à trouver quoi que ce soit pour limiter, pour faire un facteur de pondération, bah du coup là on sera à 30 sur 1,2 fois 1, donc on restera à 25. Donc là, admettons dans ce cas fictif, on est le 1er juillet 2023, le canton de Genève décide de ne pas effectuer d'autres limitations à part celle-là. Donc il y aura une limitation à 25 des cardiologues dans la ville de Genève. Je vous rappelle que ceux qui sont déjà installés peuvent rester, hein, ça va pas faire en sorte que 5 cardiologues perdent leur emploi. Hein. Ceux qui sont déjà installés, ils peuvent continuer à faire leur emploi comme avant. Et donc, vu qu'il n'y a que les cardiologues qui seront limités dans la ville de Genève, les cardiologues pourront quand même s'installer dans le canton hors de la ville, et les autres spécialités n'auront pas de limite. Donc ça, c'est un exemple de minimum qui pourrait être fait dans le canton de Genève, sachant que j'ai mis ville de Genève en fictif, hein, on verra les régions, les territoires après qui pourraient être choisis. Ok, je regarde juste si vous avez écrit quelque chose de particulier. Non, ok, alors, on va continuer. Alors, une petite subtilité avec l'internat. On va prendre 2 exemples. Donc on va prendre une médecin A qui a fait 50 formations en Suisse en médecine interne générale. Elle a obtenu son titre de médecin de spécialiste fédéral, mais elle a fait 5 ans plutôt de cursus hospitalier, vraiment en médecine interne d'étage. Et là, elle veut faire un peu plus d'ambulatoire. Donc elle a fait ses 5 ans d'internat, elle a passé son titre de spécialiste, elle a même peut-être fait 1 an de chef de clinique, et là, elle veut faire une année dans un service ambulatoire comme interne. Donc par exemple, admettons, elle veut faire interne au service de médecine de première cour des HUG. Étant donné qu'elle est déjà spécialiste et qu'elle a déjà tout terminé en Suisse, il faudra qu'elle soit soumise aux limitations même en tant qu'interne. Donc c'est pas le libellé d'engagement qui compte, ce sera où en sont les gens par rapport à leur formation. Même chose pour un médecin B, il a fait 50 formations en Suisse en médecine interne générale, il a passé son titre de spécialiste, et on lui dit qu'il faut attendre 2-3 mois, puis qu'après il pourra passer chef de clinique, mais qu'en attendant, il peut continuer en tant qu'interne. Donc pendant cette période-là où il sera interne, il sera aussi soumis aux limitations. Il y a une exception par rapport à ça, mais assez précise qu'on verra tout à l'heure. Alors, je refais juste un tour pour vérifier si je vous ai tout dit. Tac, tac, tac. Ok. Alors, donc, on va prendre quelques exemples concrets de départ à la retraite. Donc, imaginons que on est dans une limitation fondée sur l'offre qui correspond aux besoins. Donc je vous fais un petit retour en arrière. Donc le canton peut décider soit de dire en sorte qu'au moment précis, l'offre correspond aux besoins. Par exemple, il y a 30 cardiologues en poste, bah c'est cette offre-là, donc ce sera 30. Soit que ce soit fait selon une formule. Donc là, on va commencer par voir ce qui se passe au niveau des départs à la retraite si le canton fixe une limite de l'offre qui correspond aux besoins. Donc, on va prendre pour cet exemple, donc pour tous ces exemples, on va dire que le médecin provient d'une autre zone, qui travaillait pas que c'est un confrère qui habite à côté, on va vraiment prendre le plus simple possible. Donc,
le médecin partant à la retraite, c'est un cardiologue qui travaillait à 100%. Donc lui, vu que l'offre correspond à la demande, selon la limitation qui a été faite, ça veut dire qu'il y a besoin des cardiologues en place, donc s'il part, il y a un manque, et donc hop, un nouveau cardiologue peut travailler à 100% ou moins pour le remplacer, puisque au moment où il travaillait, c'était ce qui correspondait à l'offre selon le canton, donc quand il part, ça laisse un vide, et hop, un nouveau médecin peut le remplacer. Maintenant, on passe à la formule. Donc, admettons que pour une zone, le nombre maximal calculé soit de 100. Ok ? Donc, on a de nouveau ce médecin cardiologue qui travaille à 100%, qui part à la retraite. Donc, s'il y avait pile 100 cardiologues au moment où il part, ce sera pareil que tout à l'heure. Hop, il y a un manque et il peut être remplacé par un nouveau médecin cardiologue qui travaille à 100% ou moins. Hop, et de nouveau, on sera donc, il part, ça fait 99, il se fait remplacer, on passe à 100, tout va bien. Si jamais il y avait 100,5 cardiologues, donc, parce que théoriquement, si on regarde au pourcentage de travail, on va dire qu'il y a 100 cardiologues à 100% et 1 à 50%, donc on est à 100,5. Si ce cardiologue part à la retraite, on passe à 99,5, donc il pourra être remplacé, mais que par un cardiologue à 50% ou moins. Si au moment du départ à la retraite, il y avait 101, 102, 110 cardiologues déjà en place, quand il part à la retraite, on reste au-dessus, et donc ce cardiologue, dans cette région-là où il y a une limitation, ne pourra pas être remplacé. Alors, quelque chose de spécifique aussi pour les médecins qui ont plusieurs spécialités, donc ça a aussi été prévu par la loi. Donc, ah oui, juste une chose pour avant, que j'ai pas réussi à trouver au niveau de la loi, donc j'imagine qu'il faudra faire attention à ce niveau-là, c'est que, admettons que la zone là, ce soit tout le canton de Genève, que le canton de Genève est limité à 100 le nombre de cardiologues et qu'il y en ait 120 qui sont installés. Tout à l'heure, on a vu que le nombre de cardiologues, c'est dans tous les domaines ambulatoires, que ce soit hôpital, institut de santé, enfin institution avec des médecins ou médecins installés. On va prendre la médecine de première cour pour être plus simple. Donc si on est à 120 et que le canton décide de limiter à 110 le nombre de médecins internistes généralistes, si on a un spécialiste qui part des HUG, formateur, et bah théoriquement on sera au-dessus de la limite, donc il pourrait ne pas être remplacé. Après, le canton peut décider les territoires, donc j'imagine qu'ils pourront regarder exactement pour pas que ce genre de choses arrive. Mais vu que tous les médecins sont considérés pareils, a priori, d'après ce que j'ai compris, qu'ils soient hospitaliers, ambulatoires, hein, institut de santé ou institution de santé ou médecin à cabinet, s'il y en a un qui part et qu'on est au-dessus, bah, théoriquement, il ne pourra pas être remplacé, même s'il est en hospitalier ambulatoire. Si c'est cette zone-là qui est limitée, hein, de nouveau, et cette spécialité. Alors, donc on retourne à cet exemple. Donc on prend une médecin qui a fait médecine interne générale en 2018, elle a obtenu son titre en 2018, elle a continué un peu, elle a obtenu son titre de pneumologie en 2021, et elle veut s'installer en cabinet. Je regarde juste si vous avez des questions entre-temps. Non, ok, c'est tout bon. Alors, donc, si jamais... Donc la loi prévoit que c'est l'activité essentiellement fait qui va faire foi. Donc si elle dit qu'elle va faire un cabinet, ou du lundi au vendredi elle va faire de la médecine de famille, bah elle sera soumise aux limitations de médecine interne générale, s'il y en a. Si elle fera essentiellement de la pneumologie, elle sera soumise aux limitations de pneumologie. Ce qui est particulier, c'est que si elle se dit que lundi, mardi, elle fera médecine de famille, et mercredi, jeudi, vendredi, elle fera pneumologie, à ce moment-là, si on est dans une activité de type mixte, c'est la spécialité qu'elle aura obtenue en dernier qui fixera la limite. Là, par exemple, elle a obtenu la pneumologie en dernier, donc ça veut dire que si elle veut avoir une activité mixte, si elle veut faire les deux, il faudra qu'elle soit soumise aux limitations de pneumologie. Donc c'est vraiment le dernier titre qui fait foi si l'activité est mixte. Si elle fait que de la médecine interne, la pneumologie ne sera pas prise en compte. Mais si l'activité est vraiment moitié-moitié, par exemple, si elle fait un peu des deux, mais que c'est pas essentiellement soit médecine interne, soit pneumologie, c'est la dernière spécialité qui va être importante pour la décision de délimitation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on attend en particulier par rapport à ça? Donc on attend un peu mi-2022, puisque c'est là qu'on aura justement les taux d'occupation, et c'est là où au niveau fédéral on va nous dire quels domaines de spécialité contiennent quoi. Donc est-ce que médecin praticien et médecin interne généraliste vont être fusionnés par exemple? Est-ce que ce sera dans le même chapeau, puis on aura les limitations qui prendront en compte les deux? Ils vont nous donner aussi les taux de couverture partout, donc on pourra voir toutes les régions
du coup, qui seront définis, et tous les taux de couverture. Et donc, on pourra voir à peu près quelle région a trop ou trop peu de spécialistes. De nouveau, je le répète, le taux de couverture sera disponible partout, mais le canton doit limiter un domaine de spécialité et ou un territoire. Donc pareil, pour reprendre l'exemple, si Genève décide de limiter les cardiologues dans le centre-ville, tout le reste des spécialités sont tranquilles et les cardiologues pourront se mettre partout ailleurs dans le canton, à part la ville de Genève sans limitation. Alors, maintenant, il y a une autre modification qui a eu lieu et qui est déjà rentrée en vigueur au niveau de la LAMAL, c'est quelque chose qui renforce les conditions d'installation pour les spécialistes et les praticiens. Quand j'utilise spécialiste, de nouveau, généralement c'est en abus de langage et j'inclus les médecins praticiens avec. Donc c'est un autre alinéa de la loi LAMAL, et lui il prévoit que pour s'installer, il faut 3 conditions remplies. La première condition, c'est la durée de travail en Suisse. Il faut avoir fait au moins 3 ans à 100%. Donc je mets 3 ans à 100%, ça peut être 6 ans à 50% en équivalent. Il faut l'avoir fait dans un établissement post-grade reconnu. Donc ça, ce sera tout ce qui est hôpital-cabinet reconnu au niveau de l'ISFM, par exemple. Donc si vous allez sur le site de l'ISFM, que vous regardez l'établissement et que c'est dedans, bah, tant mieux, c'est parfait. Et il faut que ce soit la même spécialité que celle de la demande. Donc pendant la présentation du forum, on a eu monsieur Keller, sauf erreur, qui est venu pour l'ISFM et qui a mentionné la médecine interne, par exemple, où pour valider son titre de spécialiste, il faut faire minimum 1 an et demi en Suisse. J'ai cherché un peu dans les logbooks, a priori, les pneumologues c'est aussi 1 an et demi, les gastro-entérologues c'est 18 mois, donc 1 an et demi aussi. Donc ça veut dire que, théoriquement, il faudrait faire minimum 1 an et demi en Suisse, et que tout le reste peut être fait à l'étranger, on peut valider le titre fédéral ensuite. Donc si quelqu'un fait ça, après il ne pourra pas s'installer en cabinet, parce qu'il n'aura pas ces 3 ans de travail en Suisse. Si quelqu'un a fait par exemple 5 ans de médecine interne en Suisse, et 1 an et demi de pneumologie, pareil, ce sera pas la même spécialité, donc il pourra pas s'installer en Suisse. Ça doit être la même que celle de la demande. J'imagine pour les médecins praticiens, ça va compter comme médecine interne générale, mais ça, à vérifier. La deuxième chose, c'est la compétence linguistique de la région. Donc ça va aussi avoir un impact sur potentiellement pas mal de personnes, parce qu'il faut que quand vous vous installiez, il faut qu'il y ait au moins une des disciplines fondamentales de votre maturité qui soit dans la langue de la région d'installation, ou alors que votre diplôme fédéral de médecin ou équivalent étranger soit dans la langue de la région, ou que vous ayez fait un test linguistique en Suisse niveau C1. Donc, exemple, vous avez fait vos 6 ans à l'UNIL, vous avez passé votre diplôme fédéral suisse de médecin en français. Même si vous avez fait 5 ans d'internat à Zurich et que vous voulez vous installer là-bas après, c'est le diplôme fédéral de médecin qui va compter. Donc je pars du principe que vous avez fait toute la maturité en français. Hein. Donc là, il faudra faire un test linguistique C1, a priori, en Suisse, par rapport à ça. Je dis a priori parce que 2 intervenants ont mentionné C1 justement pendant le forum. J'ai pas trouvé ça directement dans la loi, juste vu des conditions de niveau, mais j'imagine que ça correspond au niveau C1. Et il faudra aussi s'affilier au dossier électronique du patient, mais bon, ça, on va pas rentrer dans les détails. Donc les lieux qui sont concernés par les 3 ans de travail en Suisse, il y a une exception à ça, c'est que si vous voulez travailler dans un hôpital fournisseur de prestations, ça veut dire que quand vous voyez un patient, c'est l'hôpital qui compte comme fournisseur de prestations, là vous n'êtes pas concerné par cette limitation. Si on reprend l'exemple de l'interniste généraliste qui va faire 1 an et demi en Suisse et 3 ans et demi à l'étranger, quand il reviendra, il pourra travailler en tant que spécialiste dans un service ambulatoire hospitalier, tant que c'est l'hôpital qui est fournisseur de prestations. Donc c'est la seule option où un spécialiste pourra revenir sur le territoire et travailler comme spécialiste. Ça ne marchera pas s'il va dans une institution de soins ambulatoire ou comme médecin indépendant, ça il ne pourra pas le faire. Il y a tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait une exception, donc si on reprend l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, le médecin 1, médecin B qui faisait leur internat et qui devait être soumis aux limitations. Donc là on parle des limitations des nombres maximaux, on ne parle plus des conditions d'installation. Admettons que un médecin interniste généraliste français veuille s'installer dans une zone où il manque de médecins internistes généralistes, prenons une vallée en Valais. Il trouve un cabinet qui accepte de le prendre dans cette région, qui est reconnu par l'ISFM, donc il est engagé comme médecin assistant dans un cabinet en Valais. Donc là, il est engagé comme médecin assistant,
mais il a fini sa formation, puisqu'il a son titre de spécialiste équivalent qui a été reconnu. Et bien là, il s'agit d'une exception, parce que tant que vous n'avez pas fait et terminé la formation, donc grossièrement, tant que vous n'avez pas eu le titre de spécialiste et que vous n'avez pas fait les 3 ans, vous êtes toujours considéré en formation. Donc il faudra avoir fait et la spécialité et les 3 ans en Suisse pour avoir considéré que la formation est terminée. Donc là, vu qu'il a déjà son titre de spécialiste, mais qu'il n'a pas fait les 3 ans, il est encore considéré comme en formation, donc il peut être engagé comme interne dans un cabinet, donc comme un médecin assistant vu que c'est valet dans un cabinet, et ne pas être soumis à la limite. Bon après ça paraîtrait étrange que le valet limite les médecins internistes généralistes en cabinet, mais voilà, c'est pour l'exemple. On a aussi pendant la présentation le médecin, le directeur médical de l'hôpital du Jura, Yannick Mercier, qui a parlé d'un exemple au niveau de l'installation des spécialistes dans les cantons qui ne forment pas les spécialités. Ça veut dire qu'un des problèmes de ce point-là, c'est que si la région, si le canton ne forme pas de spécialistes, donc là il a pris l'exemple des urologues, le canton du Jura ne forme pas d'urologues. Donc le canton ne pourra pas dire à un urologue, viens à l'hôpital, tu fais 3 ans, tu te poses en cabinet après, ça ne sera même pas possible puisqu'il n'y a pas d'établissement de formation dans le Jura. Donc ça c'est éventuellement quelque chose qui pourrait poser problème. Voilà. Alors sachant que là, comme je vous ai dit, on est en formation tant qu'on n'a pas fait les 3 ans. Dès que le spécialiste aura fait ses 3 ans, là il sera plus considéré en formation et il sera soumis à la limitation des nombres maximaux. On est arrivé au bout de cette première grosse partie. La deuxième partie, ça va être plus rapide, hein, vous inquiétez pas. Donc on va parler un peu santé et canton, ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc on a vu que les nombres maximaux vont être... les cantons vont avoir un pouvoir de régulation plus fort au niveau ambulatoire. Il y a 2 autres choses qui vont se passer au niveau cantonal qui ont été évoquées pendant le forum réformé. C'est donc le CFFP et l'EFAS. Hop, donc on va regarder en premier le CFFP, c'est la Convention sur le financement de la formation médicale post-grade. Donc ça, c'est une convention où les cantons peuvent adhérer facultativement et qui pouvait rentrer en vigueur quand il y aurait 18 signatures à l'intérieur. Là, il y a eu 18 cantons qui ont ratifié ça, ça pourra commencer 2023. Ça consiste au fait que les cantons qui sont pas peu formateurs en tant qu'au niveau du nombre d'internes vont financer grossièrement les cantons formateurs. Donc la convention a été, le texte a été fait en 2014 pour la première fois, donc ils ont fait avec des données de 2012, grossièrement. Donc si toute la Suisse, tous les cantons suisses faisaient partie de la CFFP, tous les cantons donneraient de l'argent, donc seraient débiteurs, donc perdraient de l'argent, entre guillemets, et les cantons qui en gagneraient pour cette formation, ce seraient Bâle-Ville, Genève, Saint-Gall, Vaud et Zurich. Donc, de nouveau, ça concerne uniquement les cantons qui ont ratifié la convention. Donc ça veut dire que, ce qui a été soulevé pendant le forum aussi, c'est que les cantons aimeraient bien un retour sur investissement. L'autre chose, c'est le projet EFAS, donc c'est un projet de loi qui est en train d'être discuté. Si on revoit actuellement comment se passe la facturation, au niveau hospitalier, donc pour les patients qui sont en soins stationnaires, le patient paye grossièrement sa franchise, ensuite c'est l'assurance qui paye, et le canton paye une partie. Donc il y a patient, assurance, canton, grossièrement. Après il y a plein de petits autres acteurs, mais c'est les trois pour notre exemple d'aujourd'hui. Pour tout ce qui est ambulatoire, donc tout ce que le patient va faire chez son médecin traitant, chez les spécialistes qui vont voir en ambulatoire, il va payer sa franchise, et ensuite les petits pourcentages qu'il y a ensuite, et l'assurance maladie va prendre le reste, mais le canton pour l'instant ne payait rien d'ambulatoire. Grossièrement, de nouveau, pour vulgariser. Ce qui va changer, c'est que le projet, c'est un projet un peu d'uniformisation, et les cantons participeraient à la fois au tarif, à la facturation stationnaire et à la facturation ambulatoire. Donc ça veut dire que pour tout ce qui serait fait chez les médecins traitants, chez les pneumologues ambulatoires, le canton mettrait une petite partie. Voilà. Donc, pour résumer, on a vu que les nombres maximaux assurent un plafond. Ça veut dire que le but des nombres maximaux, c'est de faire en sorte que les spécialités qui sont trop présentes dans certaines régions ne soient pas encore plus représentées et qu'il n'y ait pas des spécialistes qui s'entretiennent. Donc ça va limiter les spécialistes dans les régions. Et un objectif, c'est que du coup les gens, donc les internes, se forment dans des spécialités qui sont manquantes, enfin, ou qui sont sous-représentées dans les régions,
ou alors qu'ils aillent s'installer dans des régions qui ne sont pas, où il y a peu de cardiologues ou peu de médecins traitants, par exemple. J'imagine que le Valais prendrait bien 1 ou 2 endocrinologues supplémentaires. Mais comment faire tout ça? Comment orienter les internes? Comment essayer de s'assurer, entre guillemets, que les cantons aient un retour, qui sont peu ou pas formateurs, aient un retour sur investissement? Eh bien, actuellement, l'Observatoire suisse de la santé est en train de faire une évaluation du besoin, et il y a le projet qui va être publié prochainement, et il y a le projet Réformer, qui va aider à guider un petit peu les internes, en ayant quelqu'un qui va leur dire, par exemple, pour faire cardiologue dans le centre-ville de Genève, c'est pas possible, il faut faire autre chose. Donc il y a plusieurs questions en cours, comme comment choisir quel interne du coup sera cardiologue à Genève, puisqu'il en faut quand même dans le centre-ville. Donc tout ça, ce serait, si vous avez bien ma présentation d'aujourd'hui, ce serait dans une autre présentation que j'en discuterai, pour ne pas prendre trop de temps. Ok, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, donc ça c'est grossièrement les textes qui sont utiles, que j'ai lus partiellement, entièrement, qui peuvent être utiles sur le sujet, si vous voulez vous renseigner vous-même. Je vous laisse quelques secondes pour, si jamais vous voulez, le prendre en photo, prendre une capture d'écran, quoi que ce soit. Alors... Et je vais vous montrer un petit peu comment accéder aux différentes ressources utiles. Hop, donc je laisse 3, 2, 1, et hop, transition. On est sur Firefox si tout va bien. Alors, donc vous prenez votre navigateur préféré, vous mettez, on va mettre FAQ, ordonnance, on voit que j'ai déjà tapé avant, nombre maximaux, hop. Donc ça c'est une petite astuce, comme ça on va tomber pas directement sur la page d'ordonnance, mais sur la page où on a toutes les informations utiles. Donc on va cliquer sur ça, révision LAMAL, admission des fournisseurs de prestations, hop. Si Firefox veut bien fonctionner. Si ma connexion le supporte aussi. Alors, donc, là on a les modifications au mal, donc ça c'est un des petits qui est écrit au début. On a l'ordonnance elle-même qui est ici, donc là si je vais dessus, hop, j'ai déjà chargé plusieurs choses, donc là on a l'ordonnance. On a un rapport explicatif, donc ça c'est très utile, c'est que c'est un commentaire qui va avec et qui va expliquer quelques points, etc. Et ça c'est la FAQ qui est aussi très utile. Hop, donc là on va voir le... Ordonnance de la fixation du nombre de médecins, hop, donc ça c'est le teneur et commentaire, donc ça c'est le commentaire, donc vous avez plein de détails supplémentaires, il y a le schéma qu'on a vu tout à l'heure, hop, ensuite, ça c'est la FAQ qui est très utile, par exemple, si je prends un exemple, on peut voir qu'il y a un exemple, supposons qu'un cabinet de dermatologie est reconnu pour 6 mois comme établissement de formation postgrad dans le domaine de la dermatologie par l'Institut Suisse de la Formation Médicale Postgrad, donc l'ISFM. Un dermatologue ayant suivi sa formation en Allemagne, ayant déjà travaillé 1 année en hôpital suisse, peut-il exercer les 2 autres années dans ce cabinet pour ouvrir son propre cabinet? Si oui, est-il considéré comme un médecin assistant? Donc là, il y a la réponse qui renvoie vers aussi d'autres parties de la FAQ qui sont plus hauts, et qui explique grossièrement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que vu qu'il est spécialiste, mais qu'il n'a pas fait ses 3 ans, il peut être considéré comme en formation, et donc il ne sera pas soumis aux limitations, et il peut faire son internat dans un établissement qui est reconnu ISFM. Et donc ça, voilà, ça c'est l'ordonnance elle-même, hop, donc elle est pas très longue, hein, il y a 9 choses, là ça c'est les dispositions transitoires qui font que jusqu'au 30 juin on pourra dire que l'offre, donc la couverture économique correspond aux besoins, et donc elle est déjà entrée en vigueur. Et donc là on a les 3 principales, je vais vous montrer aussi la LAMAL, hop, LAMAL, je vais mettre loi LAMAL plutôt, ça va être plus parlant, tac. Loi LAMAL, donc vous allez là-dessus, loi fédérale sur l'assurance maladie, hop. Et là, vous pouvez afficher en PDF hein, si vous voulez. Donc on a plusieurs choses qui ont changé. On a l'article, donc les 3 conditions, la langue, les 3 ans et le dossier électronique, c'est sous l'article 37. Et l'article pour le nombre maximal, c'est l'article 55A, qui est juste ici, qui dit que les cantons limitent dans un ou plusieurs domaines de spécialité
ou dans certaines régions, le nombre de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l'assurance obligatoire des soins, donc de la LAMAL. Donc là, on parle bien des médecins qui vont facturer, qui seront pris en charge par l'assurance maladie. Et donc, il prévoit que les médecins ne dépassent pas, que ça concerne aussi les médecins du domaine ambulatoire dans l'hôpital, et aussi ceux qui exercent dans une institution médicale de soins. Voilà, on a le canton, voilà, donc le canton, avant de fixer les nombres maximaux, le canton entend les fédérations de fournisseurs de prestations, les assureurs et les assurés, hein, donc il faut qu'ils entendent les différents groupes avant de mettre une limitation, donc de nouveau, c'est pas quelque chose qu'ils feront dans un claquement de doigts. Et voilà, grossièrement, c'est à peu près tout. Tout à la fin, si on descend, hop, on peut voir que la loi prévoit 2 ans de transition, grossièrement. Et voilà, donc ça c'est tout pour ce que je voulais vous montrer pour les lois. Pour les établissements ISFM, ça peut être assez utile, par exemple si vous faites 2 ans de pneumologie, 1 an et demi de pneumologie en Suisse, ou 2 ans, que vous partez puis que vous revenez avec le titre mais que vous n'avez pas tout fini, il faut aller sur ISFM. Donc isfm.ch ça marchera pas, hein. D'ailleurs vous pouvez voir que c'est une autre association au niveau international d'ailleurs. Donc ISFM, mettez SIWF, donc l'acronyme en allemand, et là donc SIWF.ch, vous êtes bon, vous allez dessus. Vous attendez que votre navigateur charge péniblement. Hop, ISFM. Vous allez dans établissement, vous pouvez cliquer 2 fois. Hop, registre des établissements de formation postgraduée. Ça va apparaître en allemand, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je laisse un peu de suspense comme ça. Alors pendant que ça charge, on va aussi regarder, si vous mettez re-formé.ch, vous tombez sur justement ce nouveau projet qui va orienter les différents internes dans leur formation notamment. Alors hop. Donc là on revient sur le site de l'ISFM les établissements, vous mettez en français. Alors, j'espère que, vu que ma connexion est un peu lente, vous n'avez pas de problème technique. Alors, donc là par exemple vous mettez canton, on va dire Genève, discipline immunoallergologie, je mets Genève parce que j'ai testé le canton de Vaud et il n'y en avait pas. Donc on met cabinet médical, hop, rechercher, et donc il peut y avoir, si vous avez fait toute votre spécialité d'immunoallergologie et qu'il vous manque par exemple 1 an, et et que vous êtes déjà spécialiste, hein, donc dans ce cas de figure précis où vous avez votre spécialité mais vous ne pouvez pas vous installer parce que vous n'avez pas les 3 ans, théoriquement vous pourriez aller chez Nicolas Roux apparemment, qui travaille au Grand Saconnet et qui est un établissement de formation pour les immunoallergologues. Dans le canton de Vaud, je vérifie quand même, mais il me semble qu'il n'y a pas de cabinet. Ok. Voilà. C'est à peu près tout. Et pareil, donc si vous allez voir d'autres spécialités, on va voir médecine interne générale. Hop, médecine interne générale, on regarde le canton de Genève. Hop. Là on a, donc j'ai bien coché cabinets médicaux, donc ça c'est pour ceux qui ont leur titre, qui ont fait les années ailleurs, puis qui veulent continuer, mais qui ne veulent pas, pour X raison, le faire dans un hôpital ou autre, qui veulent le faire dans un cabinet médical accrédité ISFM, et du coup on a tous ces gens-là qui théoriquement accepteraient, qui seraient des établissements de formation. Après je dis pas s'ils accepteraient ou pas les internes, mais de toute façon pour la médecine interne générale, il y a aussi le cursus romande qui peut vous aider pour ça. Ok, donc je vérifie, je pense que je vous ai tout montré. Alors, le site réformé, ouais, je l'ai mis à charger, mais je ne vous l'ai pas montré. Donc ça, c'est le site où il y a eu ce forum du 10 mars 2022. Donc normalement, la vidéo sera mise en ligne prochainement. Si on va directement sur le forum, il y a les présentations des différents orateurs. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a eu une représentante de la CDS, quelqu'un de la classe. On a Marcel Widmer qui a accepté, que je remercie encore d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions, qui est à l'Observatoire Suisse de la Santé. Et voilà. Donc les présentations sont ici. Il y a des questions qui ont été posées pendant ce forum qui vont avoir leurs réponses prochainement sur ce site-là. Et il y a déjà aussi quelques documentations. Si vous voulez déjà regarder ce qui est réformé, il y a un propos de nous qui explique un petit peu la situation, etc. Et voilà, donc je pense qu'on est arrivé au bout de cette présentation.
J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus clair possible. Si vous avez encore une question, n'hésitez pas, je vois qu'il n'y a pas de questions particulières pour l'instant. Pour voir la vidéo, ce sera mis sur YouTube. Vous mettez le même nom que la chaîne Twitch actuelle. Donc là, il apparaîtra pas, donc ce sera pas marqué, mais vous mettez YouTube. Donc vous allez sur YouTube et vous tapez NNAYQS, donc ça ce sera le nom de la chaîne pour avoir un nom qui n'existe pas ailleurs, hein, qui est plus facile à retrouver. Et il y aura cette vidéo qui aura a priori le même titre, donc soit dans les heures qui viennent, soit dans les jours qui viennent. Par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc les différentes références, ça je vais aussi vous mettre les 18 ou 19 références dans la description de la vidéo YouTube, comme ça vous pourrez les retrouver là-dessus. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions particulières, donc merci à tous ceux, je me remets, hop, de nouveau là, tac. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté aujourd'hui. J'espère que c'était clair, j'espère qu'il n'y a pas eu de grosses erreurs dans ce que je vous ai dit. A priori, j'ai regardé au maximum les textes, les FAQ, les commentaires pour que ce soit le plus précis possible et le plus concis possible. Mais si j'arrive plus à parler, il faut bien que ça finisse. Donc merci à tous et bonne fin de semaine.